Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart for Change pour rester à l'écoute des marchés. Chaque jour, vous nous retrouvez à la télévision à 20h30 via vos box et vous nous retrouvez en parallèle, évidemment, en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, l'actualité business à la une avec un deal majeur dans la tech américaine puisque Alphabet, la maison mère de Google, vient d'annoncer le rachat d'un grand spécialiste de la cybersécurité, des services de cybersécurité dans le cloud. L'entreprise vise des discussions qui avaient déjà été menées l'an dernier, qui n'avaient pas abouti et qui, cette fois, se concluent par un deal, une acquisition à 32 milliards de dollars pour Alphabet Google, qui réalise ainsi la plus grosse opération de croissance externe de son histoire. Un peu plus de détails dans quelques instants avec Pauline Gratel qui vous apportera toutes les informations de marché. Au-delà de l'actualité business, c'est l'actualité politique qui domine aujourd'hui avec ce vote historique cet après-midi au Bundestag allemand, le vote des parlementaires allemands qui a permis d'entériner, en tout cas dans la chambre basse du Parlement allemand, le projet de réforme budgétaire porté par le futur chancelier Friedrich Merz qui comprend à la fois des fonds d'infrastructure, un déblocage des dépenses de défense au-delà du frein à l'endettement et une réforme du frein à l'endettement pour le pays et les lenders allemands. Vote historique donc qui a déjà été largement anticipé par les marchés depuis une dizaine de jours maintenant. Nous y reviendrons avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Si l'Europe change de visage, si l'Allemagne change de visage, qu'est-ce que cela change pour l'Allemagne et pour l'Europe? Et puis l'autre partie de l'actualité qui va animer les prochaines heures et les prochains jours, ce sont les réunions de banque centrale. La Réserve fédérale américaine a entamé aujourd'hui sa réunion de 2 jours en attendant la communication de Jérôme Powell demain soir. Est-ce que Jérôme Powell sortira de sa position d'observateur de la situation depuis l'installation de Donald Trump à la Maison-Blanche le 20 janvier dernier? Réponse demain soir. D'autres banques centrales sont amenées à communiquer tout au long de la semaine, la Banque du Japon, la Banque d'Angleterre ou encore la Banque nationale suisse. Voilà pour les sujets du jour. Nos invités de Planète Marché dans un instant et dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, nous recevrons Gilles Mouek, chef économiste du groupe AXA, qui sera avec nous par téléphone. Tendance, mon ami. Chaque soir en ouverture de Smart Bourse, nous retrouvons Pauline Gratel qui vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. La politique à la une donc avec, il y a quelques heures à peine, le vote du Bundestag pour un vaste plan d'investissement et une réforme du frein à l'endettement en Allemagne. Oui, le Bundestag a voté et a validé le plan d'investissement géant de Merz en attendant d'être voté en fin de semaine par le Bundesrat. Dans ce contexte, les indices européens grimpent. En Allemagne, le DAX gagne plus de 1% aujourd'hui. Parallèlement, les indices des petites et moyennes capitalisations boursières continuent de surperformer les grandes capitalisations. En France, le CAC 40 est en territoire positif, autour de 8100 points, toujours soutenu par les banques. Aux États-Unis, les indices évoluent en repli aujourd'hui, alors que la Fed débute sa réunion de politique monétaire. Dans ce contexte allemand notamment, on surveille toujours le secteur de la défense en Europe. Oui, en Allemagne, Rheinmetall grimpe de plus de 5%. En France, Dassault Systèmes et Thales gagnent environ 2%. D'ailleurs, depuis le 1er janvier, le titre Thales bondit de 80%. ArcelorMittal est dans le vert et les valeurs de la construction sont également en hausse avec Saint-Gobain qui gagne 1% à Paris. Et puis on a pris connaissance, toujours en Allemagne, du sentiment des investisseurs. Oui, et les investisseurs retrouvent le moral. L'indice ZOO allemand du mois de mars bondit à 51,6. C'est sa plus forte hausse d'un mois sur l'autre depuis janvier 2023. Et le chiffre est en forte progression par rapport à février, où l'indice s'établissait à 26. Dans ce contexte, que peut-on dire des mouvements sur les marchés obligataires aujourd'hui, Pauline? Commençons avec l'Europe. Le rendement allemand à 10 ans navigue aujourd'hui autour de 2,85%. Le rendement français de même échéance autour de 3,50%. Aux États-Unis, le rendement à 10 ans est stable autour de 4,30%. Enfin, sur le marché des changes, le dollar cède légèrement du terrain face aux grandes devises avec un euro-dollar touchant 1,0950 au cours de la séance. Et puis l'actualité des affaires aujourd'hui avec un grand deal dans la tech américaine. Alphabet accepte de racheter Wiz, le spécialiste de la cybersécurité, pour plus de 30 milliards de dollars. Cette opération aura pour but de renforcer la cybersécurité dans le cloud. L'an dernier, Alphabet
Alphabet souhaitait déjà racheter la start-up, mais pour un prix inférieur de 10 milliards, avant que Wiz ne mette en pause la transaction. Le titre Alphabet ouvre en repli de 3% à Wall Street. Globalement, la tech américaine reste sous pression. Après 2 séances de reprise, le Nasdaq repart à la baisse aujourd'hui. Quels seront les rendez-vous à suivre demain sur les marchés, Pauline ? Demain, la journée sera rythmée par la décision monétaire de la Réserve fédérale américaine qui devrait laisser ses taux inchangés à 4,50%. La Banque du Japon rendra également sa décision monétaire demain et les investisseurs regarderont aussi la seconde estimation d'inflation en zone euro de février. Tendance, mon ami. Chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Frédéric Rosier est avec nous, co-responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabeau. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à David Benhamoun de nous accompagner également. Bonsoir David. Bonsoir Grégoire. Vous êtes associé gérant, cofondateur et directeur des investissements d'Axiom Alternative Investments. Et Florent Vabon est également à nos côtés. Bonsoir Florent. Bonsoir Grégoire. Vous êtes économiste chez Ecofi. Je commence avec l'économiste que vous êtes. Florent, ça fait 10 jours, 15 jours qu'on parle de ce moment historique en Allemagne. Le vote du Bundestag a eu lieu. On peut donc revenir sur ce changement de cap budgétaire, ce changement de stratégie budgétaire en Allemagne qui débloque, alors selon les estimations, potentiellement jusqu'à 1 trillion d'euros de dépenses d'infrastructures militaires sur une dizaine ou une douzaine d'années aujourd'hui. Florent, qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce que ça peut changer ? Qu'est-ce que ça ne changera peut-être pas également ? Bon, commençons déjà par répéter que c'est historique. Je pense qu'il faut bien l'avoir en tête, c'est historique. Alors les chiffres donnent le tournis, il est vrai, qu'on a du mal même à estimer le potentiel de croissance que ça pourrait engendrer. Néanmoins, quand on regarde un petit peu ce qui pourrait se passer, quand on dépense dans l'armement, dans la défense, il y a assez peu de raisons de penser, et là je vais peut-être vous surprendre, que ça va donner plus de gains de croissance, etc. Ouais. Néanmoins, quand on investit dans la défense, on fait travailler aussi d'autres entreprises tout autour. Et on parle beaucoup d'autonomie stratégique. L'autonomie stratégique en Europe, elle passe aussi par la réindustrialisation et le fait de faire travailler des entreprises locales, si je puis dire, ou en tout cas en Europe. Donc ça veut dire que par effet cascade, il va y avoir des gains de croissance plutôt dans ces secteurs-là, dans le secteur privé. Et que par ailleurs, et ça c'est quelque chose qu'on nommait un peu dans l'équation ces derniers temps, en tout cas dans ce que je lis ça et là, c'est que ça va engendrer des gains de productivité aussi. Et les gains de productivité, ça va passer par le fait que quand on dépense de l'argent dans la défense, on dépense aussi de l'argent d'une certaine manière dans la R&D. Et puis quand on parle de réindustrialisation, encore une fois, ça veut dire des gains de productivité aussi dans ces secteurs-là. Et que donc, in fine, ça veut dire aussi plus de croissance, mais de la croissance, alors le mot est peut-être pas bien choisi, mais de la croissance saine, puisque ça induit des gains de productivité. Et on n'est pas là sur un choc de demande transitoire ou conjoncturel, on est véritablement sur quelque chose de structurel. C'est pas la croissance feu de paille, quoi. Exactement. C'est pas le plan de relance qui produit des effets très puissants à court terme et qui, derrière, s'essouffle aussi vite. Non, je pense pas. Et puis, par ailleurs, l'Allemagne va faire travailler ses copains dans la zone euro. Donc, ça va aussi avoir des effets cascades sur les autres pays de la zone euro, la France, l'Italie, l'Espagne. Et donc, on peut d'ores et déjà, à mon sens, attendre des points de croissance supplémentaires sur 2025. Pas beaucoup. Et ça va surtout jouer en 2026. Mais à l'équation, et là c'est beaucoup plus difficile à quantifier, on peut aussi rajouter un sentiment d'optimisme retrouvé. Bon, alors il est déjà là, il est déjà revenu sur la zone euro, et donc attirer des capitaux étrangers, des dépenses d'investissement qui avaient été potentiellement arrêtées ou suspendues ou annulées ou peu importe, qui reviennent dans le jeu, et donc finalement ça fait aussi plus de croissance. Et peut-être un petit peu plus d'inflation, mais comme il y a des gains de productivité, ils pourraient être absorbés par ces gains de productivité. Ça, c'est le scénario idéal de l'économiste, c'est ça, c'est un peu le scénario Florent, rose, vous nous vendez le scénario rose. Oui. Non, mais on a tous envie d'y croire autour de la table, Florent. Quels vont être les écueils à suivre ? Parce qu'encore une fois, on est dans le temps long de ce que je comprends de cette histoire allemande, même si quelques effets se verront peut-être d'ici quelques trimestres, c'est-à-dire quand même assez vite. La question de la gouvernance, des plans de relance, des plans de soutien, des plans de dépenses d'infrastructures est une question permanente. En Europe, beaucoup des plans d'infrastructures qu'on a su monter, d'ailleurs, à l'épreuve de la crise Covid ou à l'épreuve de la crise souveraine, sont des plans qui ont toujours un peu de mal à aboutir dans la dernière ligne droite. C'est vrai. Alors je pense qu'on peut quand même faire confiance aux Allemands, puisqu'ils sont
orthodoxe d'un point de vue budgétaire, et on peut espérer qu'effectivement, s'agissant des dépenses, ils vont être à l'opposé. Donc je pense qu'on peut faire confiance aux Allemands là-dessus, surtout que dans le plan qui a été voté aujourd'hui, il n'y a pas que le secteur de la défense qui est concerné. Il y a aussi tout un pan sur la décarbonation de l'économie, l'investissement dans les infrastructures vertes, enfin les infrastructures de manière générale. Et donc ça aussi, c'est plutôt des gains de croissance à espérer, et je pense qu'il faut faire confiance aux Allemands. En revanche, là où vous avez raison, c'est sur l'Europe, puisque l'Europe a aussi annoncé un plan, le fameux ReArm-EU, qui sont des mécanismes d'incitation pour que les États membres de la zone euro investissent dans le secteur de la défense. Là, Sur la base de leur propre budget. Exactement. Alors, il y a des mécanismes d'incitation pour que ça sorte des règles, etc., ou que ça soit facilité. Cela dit, il y a quand même des freins budgétaires et des freins politiques. Ouais. Je pense à l'Italie, je pense à la France, bien entendu, potentiellement aussi à l'Espagne. Et donc, ces pays-là, bon, je mets de côté la France parce qu'on dépense quand même beaucoup d'argent dans le militaire. Donc, on est quand même de bons élèves dans la zone euro. On ne peut pas nous le reprocher, ça. On peut pas nous le reprocher. Oui. En revanche, l'Italie et l'Espagne, c'est beaucoup moins, en proportion. Et donc, de ce point de vue-là, ça va peut-être être un petit peu plus difficile à déployer dans ces pays-là. Et ça peut tempérer un peu mon enthousiasme qui est le mien là aujourd'hui. Ouais. Mais néanmoins, comme j'étais déjà très optimiste en début d'année sur la zone euro, je le suis encore plus. Un optimisme et comme carré, on vit un moment historique, je laisse éclater le... Mais vous avez droit, mais je crois qu'on a tous le droit quand même. Ça fait 15 ans qu'on attend ça, pour certains en tout cas. Je ne dis pas que tout le monde attend ça, mais en tout cas, ceux qui croient au projet européen attendent ça depuis longtemps. Un mot de ce que ça change pour les actifs financiers, et je pense notamment à l'actif sans risque ultime qu'est le Bund, la dette souveraine allemande, qui a pris un petit pain. Ah oui. Alors c'est le corollaire de ces perspectives de croissance, croissance productive, comme vous dites, Flan. Est-ce que ça change le statut d'un actif sans risque comme le Bund aujourd'hui ? Alors, ce que ça change, c'est sa disponibilité, si je puis dire. Parce que finalement, il va y avoir beaucoup plus d'émissions. Et donc, il va falloir aussi absorber tout ça. Et donc, ça suscite aussi des inquiétudes de ce point de vue-là. En fait, pour moi, le taux à 10 ans allemand aujourd'hui, il est frappé par une forme de paradoxe temporel. C'est-à-dire qu'à court terme, cette hausse de taux qu'on a tous subie dans les portefeuilles, qui est la plus forte hausse en une seule journée depuis la réunification, il faut quand même le souligner. Ça Tout aussi, est c'est historique. un moment historique. Tout est historique. Il est, donc, je disais, frappé par un paradoxe temporel parce qu'à court terme, ces niveaux de taux d'intérêt-là vont appuyer sur l'économie de manière négative. Ouais. Donc, ce n'est pas nécessairement de bon augure pour la suite de l'aventure, si je puis dire, sur la croissance économique européenne. Donc après, on peut espérer qu'effectivement, avec la visibilité sur la structuration de ces plans, etc., on ait une petite détente sur le taux de 10 ans allemand, mais on est quand même dans un nouveau régime. Et paradoxe temporel aussi, parce que en réalité, vous l'avez dit, ça correspond à des anticipations de croissance nominale beaucoup plus élevées. Croissance nominale, c'est la combinaison entre la croissance économique réelle et l'inflation. Donc plus de croissance, plus d'inflation. Et de ce point de vue-là, on peut se dire qu'à long terme, ça va augmenter le niveau de croissance potentielle des économies et que donc les économies européennes seront capables d'absorber des taux d'intérêt plus élevés. C'est un peu là-dessus que parie le marché d'une certaine manière. Quand on regarde tout un tas de points de courbe ou d'indicateurs de marché, on a l'impression qu'effectivement, on se dit on relève un peu le niveau de croissance potentielle de l'Allemagne et de la zone euro dans son ensemble, et donc elle est capable de supporter des taux d'intérêt un peu plus élevés. Mais à court terme, il faut quand même le rappeler, ça peut avoir une incidence négative. Ouais. Bon, on verra, effectivement, il y a un intervalle à gérer, et de ce point de vue-là, les attentes reposent à nouveau sur la Banque Centrale Européenne, j'imagine. On verra lors de la prochaine réunion comment les choses évoluent de ce point de vue-là. Il y a encore des baisses de taux prévues devant nous par la Banque Centrale Européenne et endossées, j'allais dire, par le marché. Qu'est-ce que cette histoire allemande change pour l'investisseur, pour le gestionnaire d'actifs ? Très bonne nouvelle, parce que certains parlent même d'un point de croissance en Allemagne, sachant que l'Allemagne était quand même à l'arrêt depuis maintenant 2 ans. Qu'en Europe, 0,3-0,4% de PIB sur longue période, parce que vous parlez d'un trillion, on entend même parler d'1,5 trillion, potentiellement. Sur 10, 12 ans, oui, bien sûr. Et ce qui m'intéresse là-dedans, dans ce plan, c'est qu'il est très européen. Parce que lorsque vous faites une relance classique, on va dire, soit budgétaire, soit monétaire, et vous redonnez du pouvoir d'achat, on a parlé par exemple à un moment donné l'hélicoptère monnaie, ça va à l'extérieur. Là, c'est des dépenses qui sont drivées 100%. On peut espérer, on espère quand même qu'ils ne vont pas se mettre à acheter des F-35 après ce que nous a fait Trump. Mais il faudra quand même qu'on... Enfin, dans l'intervalle, c'est un peu... je rejoins un peu le paradoxe temporel édicté par Flan.
en attendant qu'on élargisse notre base industrielle et technologique, parce comme ils disent, il faudra bien qu'on aille chercher toujours des fournitures ailleurs. Oui, et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que vous parlez des valeurs de l'armement qui ont fait des croissances exponentielles depuis le 1er janvier, Thales, Leonardo, Rheinmetall, bref, beaucoup, mais est-ce qu'elles sont en capacité de répondre à ces enjeux de hausse de production? Sans doute pas, c'est pour ça qu'elles montent autant, peut-être. Voilà, et dans ce choix qu'on doit faire dans l'investissement, et si on doit taper dans l'armement, aujourd'hui, il y a peut-être qu'Airbus qui est capable de monter en puissance, qui a la capacité industrielle de monter en puissance, mais c'est vrai qu'à part celle-là, est-ce que les autres sont capables de remonter à cette ambition qui est quand même colossale de productivité pour les entreprises de l'armement? Donc il y a un avantage parce que les investissements sont majoritairement en Europe, contrairement, et l'argent ne va pas sortir de la zone ou très peu de la zone, donc ça c'est un facteur favorable, c'est un facteur de soutien. Et attention aussi, dans les plans qui sont annoncés, on parle de 100 milliards pour l'économie verte en Allemagne. Mais il y a aussi hausse des salaires également minimum qui sont prévus par le projet. Donc là, on parle de hausse significative quand même du salaire minimum. De mémoire, c'est quasiment 20% de hausse. On passe de 12 à 15 euros. Donc ça veut dire que l'allemand reconsomme derrière. Donc ça peut être un vrai booster et vraiment pour moi un changement... Game changer. Un game changer colossal parce que finalement l'Europe s'en est pas trop mal sortie sans le moteur allemand. Si le moteur allemand se met en marche, il y a de quoi quand même être relativement... confiance sur la zone. Ça veut dire qu'on n'est plus une zone ininvestissable aux yeux de certains investisseurs globaux, anglo-saxons par exemple. De toute façon, les flux ils sont inversés de manière considérable ces derniers temps. Et on est dans une vague de déconcentration de l'investissement. Donc on sort des Magnificent Seven, on en parlait tout à l'heure. Et les flux sortent vers les États-Unis, vers une zone qui est sur des plans de relance, avec des taux d'intérêt qui baissent, avec une stabilité relative, mais stabilité politique. Si on coche finalement tous les points, c'est l'inverse de ce qui se passe aux États-Unis au moment où on se parle, c'est-à-dire la croissance, on va la revoir à la baisse, on a une instabilité politique incarnée par M. Trump et Elon Musk, et les taux d'intérêt, on est incapable de dire au moment où on se parle s'ils vont baisser ou ils vont monter. Donc quand je suis investisseur, la visibilité, pour le coup, aujourd'hui, on l'a plutôt en Europe plutôt qu'aux États-Unis. Ce qui est intéressant également dans cette histoire européenne, David, je me tourne vers vous. Alors, l'expertise originelle d'Axiom Alternative Investment, c'est l'analyse du secteur bancaire et l'investissement dans le secteur bancaire, que ce soit en equity ou en dette. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, et depuis plusieurs années maintenant, quand on achète l'Europe, on achète les banques. C'est le secteur en surperformance depuis 4-5 ans maintenant. C'est le secteur leader, le secteur fort qui n'a jamais démenti depuis 4 ou 5 ans. On a des secteurs forts qui deviennent faibles, d'autres qui sont faibles et qui deviennent forts. Depuis 4 ans, il y a quand même une grande homogénéité dans la performance et la surperformance du secteur bancaire par rapport au reste du marché européen. Quand on achète l'Europe, on achète des banques. Tout ce qu'on vient de raconter là, c'est bon pour l'Europe et c'est bon pour le secteur bancaire, David ? C'est bon pour le secteur bancaire parce que ce qui s'est produit sur le secteur bancaire européen jusque-là, c'est qu'on a vécu une phase de reconstruction, je dirais, d'une dizaine d'années. Mais avec des taux négatifs. Donc les bilans ont été nettoyés, la qualité d'actifs est beaucoup mieux, on a réduit les prêts non performants, etc. Les banques ont été sous contrainte de coûts, il a fallu gérer en gagnant moins d'argent, donc il a fallu être plus efficace. Et puis, les taux sont repartis, ont retrouvé le territoire positif en 2022. Et ce qui fait que les banques se sont remis à recaler, entre guillemets, le profil de profitabilité à des niveaux très très différents. Donc là, depuis 3 ans, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas encore de vrai re-rating sur le secteur. Donc le secteur traite encore avec une décote à peu près de 35% par rapport au reste de la cote. Donc on est à peu près encore dans les niveaux du Covid. D'accord. Voilà. Ok. Mais la performance s'est fait largement sur la progression de l'earning per share qui a été multipliée par. Donc ce sont les résultats. Autrement dit, ce sont les résultats qui ont tiré les performances des banques. Exactement. Et des performances spectaculaires de plusieurs centaines de pourcents sur quelques années. Oui, absolument. Mais c'est pas, disons que quand on est spécialiste, c'était pas non plus quelque chose d'étonnant ou d'extraordinaire, puisque on est parti d'un secteur en fait qui avait une partie importante de son chiffre d'affaires, peut-être 30-40%, qui avait disparu.
forcément, quand les taux repassent positifs, vous avez un nouveau chiffre d'affaires là, ça change à peu près tout. Et puis il y a plein d'effets aussi qui sont des effets long terme qu'on ne voit pas encore complètement arriver, mais qui sont clés notamment pour nos banques françaises. C'est que les stocks de crédit ont été originés pour la plupart sous la période de taux négatifs. Oui. Donc les marges sont petites. Oui. Et plus ça va. Plus on renouvelle ce stock. Voilà, plus on renouvelle ce stock, en fait, on chasse Bien le sûr. stock, le mauvais stock, entre guillemets, sûr, par bien du sûr. stock plus rentable. Donc, elles sont de toute façon dans un cycle qui est vertueux et c'est vraiment encore renforcé. On vient de passer les résultats du 4e trimestre. Ce qui est très impressionnant, c'est la confiance en fait des managements. C'est-à-dire que les guidance en fait indiquées sur le secteur sont assez impressionnantes, avec pour certaines banques des retours sur fonds propres qui dépassent à nouveau les 20%. Il y a une forme d'hubris là qui s'empare du secteur. Enfin, vous dites les objectifs deviennent quoi ? Très ambitieux, peut-être même déconnectés de ce qu'on pourrait avoir à un certain stade ? Alors, c'est très difficile à dire parce qu'on vient en fait d'une période où tout était contraint, où on avait peu de croissance de bilan, à une période. C'est un nouveau monde là, pour les banques. Quand on regarde en fait les bilans, en fait, grosso modo, si on regarde en agrégé le bilan du secteur bancaire, on prend l'indice, le SOC 600 banque, de 2008 à 2018, quasi divisé par 2. Okay. Et depuis 2018, c'est en croissance, sans cesse. Donc on a à nouveau une industrie qui est en ordre de marche, qui a été assainie et voilà. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que une banque européenne, grosso modo, l'Europe est financée à 70% par les banques. Donc ça veut dire que une banque européenne, c'est une option sur l'économie européenne. Donc du coup, c'est assez intéressant parce que pour l'instant, on a eu la réallocation, et on le voit dans les sondages investisseurs, on a eu la réallocation au secteur bancaire, sur les mérites du secteur bancaire jusqu'à il y a quelques semaines. Et là, ce qu'on voit, c'est un certain nombre d'investisseurs qui diversifient out of the US, comme on dit, pour se mettre un peu sur l'Europe. Et on voit des flux arriver sur le secteur qu'on sent plus comme je prends une option sur l'économie européenne. Donc c'est vraiment intéressant. Il y a une vraie confiance venue du reste du monde pour l'Europe et pour ce secteur bancaire européen aujourd'hui. Absolument. Mais c'est vrai que les métriques, quand on la regarde 2 ans, jour pour jour, quasiment, après la défaillance de Crédit Suisse et le rachat par UBS. Alors, c'est pas en zone euro, techniquement parlant, mais c'était un événement qui avait un peu refroidi quand même aussi l'enthousiasme sur ce secteur bancaire, mais qui a été très vite effacé. Très vite effacé. Et c'est vrai qu'à l'époque, donc, on avait des décotes qui étaient légèrement plus importantes, mais c'est en même temps, on a toujours aujourd'hui un secteur, si vous regardez la tangible book accretion, c'est 12%, dont 9 payés en cash, entre dividendes et share buyback. David ? Tout simplement, c'est le gain. Si vous achetez le secteur bancaire aujourd'hui, c'est 12% par an sur les 2 prochaines années, dont 9 payés en cash. Dividendes et pour l'actionnaire, c'est le retour qu'on peut imaginer, espérer pour l'actionnaire. C'est-à-dire qu'on a accumulé en Europe déjà énormément de capital, mais beaucoup plus que partout ailleurs, parce qu'on est très très prudent, on a des régulateurs qui sont très très sérieux et qui veulent que les crises soient adressées avec le maximum de sécurité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup trop de capital dans le secteur, donc ce qui donne les possibilités de faire du M&A, d'avoir des programmes de rachat d'actions qui sont des multiples de ce qu'il y avait en 2006, 2007. Donc, bien sûr, on va continuer d'en parler, mais Frédéric, c'est un secteur que vous aimez bien. Alors, autre comparaison que j'ai vue, depuis janvier 2022 à aujourd'hui, donc ça fait 3 ans révolus, si on prend le secteur bancaire européen comparé à la performance des Mag 7, c'est pas rien, aux États-Unis, c'est le secteur bancaire européen qui fait mieux. Non, mais... Unicredit, je répète toujours, mais mieux que Nvidia sur la période. Et ce qui est forcé de constater, d'ailleurs, c'est les pays qui sont en bonne santé en termes de croissance. C'est les banques de ces pays qui marchaient le mieux, finalement. Italie et Espagne. Tout ça. Alors, en plus, il y a la pontification de la courbe de taux aussi, qui aura une incidence aussi qu'on est en train de vivre, dans le métier de la transformation monétaire des banques. Et ça, on fait ça dans un contexte où, finalement, dans l'Union européenne, on n'a toujours pas fait ce qu'on souhaitait faire, c'est-à-dire qu'il manque un pilier, et on en parlera tout à l'heure avec l'histoire de Commerzbank, mais il faut bien comprendre qu'on a mis, effectivement, tout ce qui est nécessaire, finalement, à la surveillance, à la protection, mais aujourd'hui, par exemple,
Dans ce qui manque encore, c'est quid de la garantie des dépôts, par exemple, sur des opérations transfrontalières. Qui est responsable? Qui va payer en cas de défaut? Donc il nous manque malgré tout un des piliers qui pourrait accélérer encore le secteur, notamment dans ces grands mouvements de fusion-acquisition. Donc on marche finalement sans cette histoire-là qui pourrait venir. Donc il y a d'autres catalyseurs potentiels encore devant nous. On n'a pas épuisé toutes les réserves de Là, on parle de l'opération la plus importante depuis potentiels. 15 ans dans le secteur bancaire. On a vu énormément d'opérations locales, mais rien finalement en transfrontalier. Donc si on part dans ce système-là, avec je répète, une croissance en Europe et derrière une pontification de la courbe de taux qui redonne en plus de l'aisance sur les banques, oui, il y a encore vraiment du potentiel. Les taux de distribution, les banques aujourd'hui, c'est pas rare de trouver du 7-8% sur la plupart des banques européennes. Donc vous avez vraiment aujourd'hui de quoi bien jouer le secteur et surtout bien jouer l'économie européenne. Bon, allons-y, David, sur Unicredit Commerce. Le dossier est en cours. La BCE a autorisé Unicredit à monter jusqu'à 29,9% de Commerzbank. Quelle est la probabilité que l'opération finisse par aboutir un jour ? Alors, ça devient une opération quasi politique parce que entre le moment où André Horchel en fait a mis son premier ticket dans Commerce et aujourd'hui, ça a beaucoup monté. Donc, donc ça soulève d'ailleurs quelques questions aussi les autres mouvements qu'il a fait. Donc mouvement sur BAMI qui est la réunion des deux banques populaires milanaises. Voilà, on a du mal à suivre ça. Il est en M&A sur tous les fronts là. Il est en M&A, il prend des options. C'est son job. Sur les différents. C'est un bon voilà. pour ça, quoi. Donc, ce qui va être intéressant, c'est de voir la position de M. Merz, puisque alors on sait que dans la campagne, la rumeur disait qu'il était assez hostile en fait au rapprochement pour l'instant. Alors, pourquoi? Je crois qu'on n'a pas encore bien compris. Il nous a pas dit dans la campagne qu'il ferait sauter le debt break non plus. Voilà. Hein. Donc c'est ça. Finalement, en fait, il a l'air d'être assez pragmatique. Or, c'est vrai que on souffre en fait en Europe d'avoir des banques de taille trop petite, qui sont sous-optimales. Et ce qui, alors on l'a vu, et puis on a une régulation aussi qui est beaucoup plus stricte que celle qu'on a outre-Atlantique, mais ce qui fait qu'on a un problème de compétitivité. Et ce problème de compétitivité, il est lié pour part à notre philosophie réglementaire. C'est ce que vous disiez. Oui. Mais il est aussi lié à la taille des banques. Et ça, je crois qu'il faut qu'on passe au-delà de problématiques nationales, parce qu'en réalité, c'est ce qu'on voit se jouer dans les discussions entre, en tout cas, sur le cas Commerce Unicredit. Et je pense que 2025 va être probablement en fait un tournant ou pas, mais un tournant potentiellement intéressant et très important. Ouais. Je suis 100% d'accord avec vous. Mais vous dites là sur le dossier Unicredit Commerce, André Horchel à la tête d'Unicredit a d'autres options M&A en cours, donc il est plus uniquement sur Commerce, et c'est vraiment le facteur politique en Allemagne qui fera basculer le dossier dans un sens ou dans l'autre. Ça restera soit une participation financière, soit ce sera un marchepied pour une acquisition totale. Je pense parce qu'il a plusieurs chantiers. D'abord, il a un chantier local qui est que Unicredit est une banque qui est un peu trop corporate, notamment par rapport à Intesa. Donc il faudrait qu'il change je dirais le profil bancaire Unicredit. Donc les acquisitions comme BAMI, c'est une très bonne option. Montepaschi, c'était aussi une bonne option. Je pense qu'il a peut-être un peu raté la phase intéressante. Et en même temps, les ambitions européennes, créer une banque européenne. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que en fait, Unicredit, aujourd'hui, c'est probablement la banque la plus européenne, parce qu'on pense que c'est une banque italienne. Oui, c'est la plus allemande des banques italiennes, voilà, mais bien sûr. Hypo-Vereinsbank, c'est une part significative l'Allemagne par cœur. C'est bien organisé. Et donc, voilà. Ouais, bon, on verra si on a un étage européen bancaire qui se construit à travers une opération aussi symbolique et plus que symbolique entre Unicredit et Commerzbank. Oui, la dernière grosse opération, ça avait quoi, BNP Fortis, c'est ça, au tournant au lendemain de la crise financière. La meilleure opération du siècle. Hein. Non, mais bon, voilà, 15 ans après, on pourrait avoir un nouvel étage de la fusée bancaire en Europe. Venons-en à la Banque Centrale Européenne, Florent. Je reviens évidemment au virage stratégique de l'Allemagne. Qu'est-ce que ça change pour la Banque Centrale Européenne ? La dernière communication de Christine Lagarde, alors
pour le coup, j'allais dire, elle était vraiment en eau trouble. Elle nous parle d'eau chaude qui rencontre des eaux froides. On est un peu à la confluence de forces positives et négatives. Et c'est vrai que la boussole de la BCE semble un peu déréglée. Ouais, c'était le communiqué et même la conférence de presse, c'était le grand flou, hein, très clairement. Elle est bien embêtée en réalité, la Banque Centrale Européenne. Parce que s'il y a plus de croissance et plus d'inflation, qu'est-ce qu'elle doit faire ? Et que parallèlement, les taux d'intérêt remontent, alors qu'elle est en train de les baisser, qu'est-ce qu'elle peut bien faire ? Donc elle a plusieurs choix qui s'offrent à elle. Le premier, c'est accompagner ce regain d'autonomie stratégique en se disant je vais accompagner en baissant les taux, je peux relancer le QI, etc. En termes de crédibilité, ça paraît quand même compliqué. Je finance, quoi. Je finance. Je m'avoue vaincu. Ouais, je capitule. Et tout ça, ça nous ramène à un autre débat, c'est le débat de la dominance budgétaire contre la dominance monétaire. Qui gagne dans ce combat ? Est-ce que ce sont les États qui imposent leurs lois ? Bon, je dis un peu schématiquement, mais c'est un peu l'idée. Imposent leurs lois à la politique monétaire, ou l'inverse, où personne ne gagne. Donc dans le premier cas, ce seraient les États qui gagnent d'une certaine manière, puisque la Banque Centrale Européenne accompagnerait ce regain d'autonomie stratégique. Moi, j'y crois moyennement, parce qu'au sein du Conseil des gouverneurs de la BCE, on a quand même des personnes qui sont, ils nous l'ont montré, très pro, on doit maîtriser avant toute chose l'inflation. Ça, c'était le prérequis de base. Après, il peut y avoir une autre forme, l'inverse en réalité. Oui. Elle affronte les conséquences. Dominance monétaire. Oui, c'est ça. Et en affrontant les conséquences, c'est-à-dire qu'elle répond coup par coup, coup pour coup presque, à la hausse de l'inflation et à la hausse de la croissance. On se retrouve à monter les taux, quoi. On se retrouve potentiellement à monter les taux. Ouais. Mais cela dit, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, s'il y a plus de gains de productivité, ça veut vouloir dire que cette croissance-là peut être non inflationniste. Ou que même, soyons rêveurs encore une fois, on entre dans une phase où la zone euro est en moyenne une inflation autour de 2%, et que tout se passe bien dans le meilleur des mondes avec une croissance de la productivité, etc. Puis il y a un troisième choix, c'est l'entre-deux. Un peu ce qu'a commencé à faire Christine Lagarde en disant on ne sait pas vraiment ce qui va se passer, donc pour le moment on baisse nos taux d'intérêt parce que c'est ce que nous disent les données, elle est dépendante aux données. Et donc de ce point de vue-là, je me laisse faire. Nous, on anticipe qu'elle va encore les baisser en avril, parce que les forces des inflationnistes à court terme sont quand même assez puissantes. Ouais. La baisse des prix de l'énergie, la baisse des salaires qui est en train de se translater dans l'inflation des services qui a commencé à baisser. Donc c'est-à-dire qu'à court terme, les forces des inflationnistes sont plus fortes, mais qu'à moyen long terme, on va vers plutôt une stabilisation et qu'à mon sens, elle va les laisser comme cela. La tentation que le taux terminal, que le taux d'arrivée puisse être un peu plus élevé que ce qu'on pouvait encore imaginer avant l'arrivée de Merz, notamment dans le jeu. Exactement. Voilà. En tout cas, nous, c'est notre point de vue. Je sais qu'il y a tous les avis qui sont dans la nature. Mais ça, c'est clair. Nous, le taux, pour le coup, le taux BCE, c'est un taux qui est important quand on price les banques, évidemment. Et tous les analystes avaient un taux terminal 1,75, 1,75,2. Peut-être pas vous, mais en tout cas beaucoup d'entre eux, en anticipant une baisse des taux. Et c'est vrai que là, la question, c'est pause en avril ou pause après. Mais c'est à peu près sûr que c'est pause, d'autant que le staff de la BCE n'a pas eu le temps de mettre à jour de toute façon ces données, donc c'est juin. Oui. Donc c'est vrai que la question de la pause... Il ne faut pas négliger, c'est Donald. Ouais. Non mais 2 avril, la promesse de tarifs réciproques, les vrais tarifs arrivent. C'est plus les tarifs fentanyl pour le Canada et le Mexique, là, c'est pour l'Europe notamment. Comment est-ce que la BCE évaluerait les conséquences d'une salve de tarifs telle que Donald Trump nous le promet aujourd'hui ? C'est inflationniste ou c'est récessif ? C'est une bonne question. C'est prévu que ça entre en application le 2 avril, mais on n'y est pas encore. Non. Et on voit que Donald Trump change d'avis tous les 4 matins, pour utiliser une expression un peu... Voilà. Scott Bessent, tout à l'heure, nous a préparé à l'idée que peut-être, donc son secrétaire au Trésor, nous a préparé à l'idée que peut-être ce serait un peu moins fort que ce qu'on anticipait. J'ai quand même tendance à penser qu'il ne va pas aller jusqu'au bout du bout, et qu'il va y avoir encore une phase de négociation, peut-être de pause, peut-être de... Voilà. Il veut obtenir l'accord, le deal, et ensuite il va passer à autre chose. Enfin, en tout cas, c'est mon interprétation des choses.
Après, pour l'Europe, eh bien, si elle décide de répondre à ces hausses de droits de douane, ce qui semble être plutôt le cas, c'est ce qui est en préparation. ça veut dire que l'inflation augmente d'un coup d'un seul sur un certain nombre de produits, que théoriquement les banques centrales ne doivent pas répondre au choc d'offres, mais on se souvient de Covid, la fameuse inflation transitoire. Donc, je pense que là, elles vont être beaucoup plus sensibles à leur perte potentielle de crédibilité. C'est difficile. Bon, on verra. Il y a une réunion en avril qui semble peut-être déjà écrite, et puis les suivantes qui seront encore à écrire avec la nouvelle donne tarifaire peut-être du mois d'avril. Parlons justement de Donald Trump et du marché américain. Donc le S&P 500 a baissé de 10% en 16 séances entre le 19 février et le 13 mars. C'est une des corrections les plus rapides de l'histoire. Correction, selon le consensus de marché, c'est moins 10. Qu'est-ce qu'on a réintégré avec ce moins 10% et est-ce que c'est suffisant pour redevenir confortable avec l'investissement en actions aux États-Unis, qui reste évidemment un choix incontournable pour un géant? Ouais, sur un mois, c'est 7,5, et les 7,5, c'est deux secteurs. C'est assez impressionnant parce que autant sur la hausse, c'était une hyperconcentration de la performance. Là, la baisse, 95% de la baisse se fait sur le secteur des tech et des 7. Avec, bien sûr, tout ce qui est ce qu'on appelle technologie de l'information qui doit être à moins 15 au moment où on se parle. Il y a la consommation discrétionnaire, mais le reste est plutôt stable. Donc, c'est assez marquant. C'est-à-dire que... C'est concentré dans la hausse, c'est concentré dans la baisse. Voilà. Très intéressant. Ça, c'est les flux, ils sont assez marquants là-dessus. Donc, moi, je suis assez étonné. Je regarde mes portefeuilles américains, ils ne baissent pas. Ils sont plutôt stables, progressent légèrement, mais ça montre aussi qu'il y a une forme de résilience. Il y a des très belles sociétés. Prenez Warren Buffett qui a 350 milliards de cash, l'action se comporte très très bien. Il y a beaucoup d'entreprises qui finalement sont assez résilientes, mais la baisse effectivement elle est concentrée. Alors ça nous marque parce que c'est des facteurs. On est là, je crois qu'on est à 2000 milliards de baisse, de perte de capitalisation par rapport au point haut. 2000 milliards, c'est astronomique. C'est un PIB, quoi. C'est un PIB d'un pays européen. Donc, c'est très, très impressionnant. Ça a été très, très vite. Alors qu'au moment où on se parle, lorsqu'on regarde un peu la croissance des bénéfices, ces entreprises, ça va être sur l'année, on va être à peu près une moyenne de 16% de croissance des bénéfices. Il est solide ce chiffre ou pas, là, encore aujourd'hui ? Parce que ça fait des années dans cette phase d'exceptionnalisme américain où la croissance, la productivité américaine ont masqué, j'allais dire, tout le reste. Il y a eu aussi une révision permanente à la hausse des anticipations de bénéfices, et justifiée jusqu'à présent. Est-ce que là, on n'est pas à un point d'inflexion ? Sur les technologiques, pour l'instant, elle n'est pas remise en cause. D'accord. C'est vrai qu'on anticipe énormément de choses depuis le 20 janvier, depuis DeepSeek, grosso modo, on met beaucoup de choses en cause. Le 20 janvier, pour vous, c'est DeepSeek. C'était le 20 janvier. Non, mais c'était tout à fait le 20 janvier. Mais pour moi, c'est l'investiture de Trump. Mais ça restera l'investiture de Trump et DeepSeek, je suis d'accord. DeepSeek, c'est 15, en vérité, DeepSeek, c'était un petit peu avant, mais 15-20 janvier, Stargate, DeepSeek, et là, le monde est en train de changer. Et vous avez ce truc hallucinant, c'est finalement la convergence des performances, puisqu'il y a un indice qui s'appelle le 493 et le Magnificent Seven, et vous voyez les courbes qui repartent dans le sens, ça va très très vite. Et je reviens là-dessus, c'est qu'au moment où on se parle, la croissance bénéficiaire pour ces entreprises, elle est à 16%, le reste est plutôt quand même largement plus bas. Donc on n'a pas inversé cette tendance, mais c'est vrai que l'incertitude sur les taux d'intérêt, les taux longs américains qui font un peu, les taux longs qui ont tendance à bouger un peu dans tous les sens, fait qu'on a des multiples qui sont en train de baisser fortement, alors que la croissance bénéficiaire n'a pas été revue au moment où on se parle à la baisse. Donc ça paraît moins cher. Ça paraît moins cher d'un point de vue factuel. Mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas baisser parce qu'on est encore dans cette phase de rebalancing. Donc ça peut aller encore plus bas. Maintenant, je pense qu'on va aller dans le même excès à la baisse qu'on a été dans l'excès à la hausse. Donc il va falloir trouver ce point d'équilibre. C'est très dur, honnêtement. Ah oui, parce que l'excès à la hausse, il a peut-être, on le saura posteriori, mais il a peut-être été important, l'excès à la hausse. Il a été peut-être important. Et donc la question, c'est surtout pas anticiper le point bas et après, quitte à regretter de ne pas l'avoir joué, mais il y aura forcément derrière encore une phase de corrective, mais on ne pourra pas aller au-delà tant qu'on n'a pas revu ces croissances bénéficiaires à la baisse. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas.
Dans les Trumponomics ou le séquençage du programme et de la stratégie de Trump, il y a tout un pan autour de la dérégulation bancaire. Et on se souvient que Trump 1.0 avait d'ailleurs mis en place la dérégulation bancaire, les baisses d'impôts également, avant de s'attaquer au front commercial et la guerre commerciale qui est arrivée en deuxième partie de son premier mandat. Là, on a l'impression, à ce stade, d'être un peu à front renversé. C'est très tarif pour commencer. Et puis viendront ensuite peut-être la partie dérégulation, baisse d'impôts, etc. Sur la dérégulation, Donald Trump vient de choisir Michelle Bowman, qui est membre de la Réserve fédérale américaine aujourd'hui, pour succéder à Michael Barr, qui était lui aussi membre de la Fed, en charge de la supervision bancaire. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette nomination et qu'est-ce qu'on comprend de l'ambition de Trump pour le secteur bancaire américain, David ? Alors, quand on regarde en fait le Basel Endgame de Barr, grosso modo, et qu'on essaie de chiffrer les économies en termes de capital réglementaire, on est à peu près sur 80 milliards, ce qui est une paille à l'échelle du secteur bancaire américain. Quoi, ça c'est les exigences réglementaires issues de Bâle, c'est ça que Michael Barr voulait appliquer, la manière dont Michael Barr voulait faire les choses. Okay. Exactement. Bowman, elle, sa position, c'est table rase. C'est tout à fait. Mais ça s'arrête pas en fait au capital réglementaire. Ça va vraiment au-delà. C'est la législation sur le money laundering. C'est toute contrainte dans sa philosophie et une contrainte, une barrière à la croissance. Donc en fait, on retire tout. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir la réaction des banques américaines. C'est que donc, les banques américaines ont vraiment énormément progressé de septembre à décembre. Et depuis, elles sous-performent, mais elles sont négatives. L'indice américain est négatif, en fait, year to date, alors qu'on a... plus 30, hein. Voilà. Europe. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait étonnant, comme si le sentiment qu'on a, nous, en tant que spécialistes, c'est que ça déroute les investisseurs, parce que le secteur bancaire est un secteur qui a besoin d'être régulé, qui est aussi un outil politique. Si vous voulez financer plus ou moins tel secteur, il suffit de tweaker les contraintes de capital réglementaire pour diriger les canons vers tel ou tel secteur. Après, quand on regarde la réaction européenne, ça aussi qui est intéressant, on voit aujourd'hui deux choses. Chez nos régulateurs, il y a toujours beaucoup de prudence et la réaction des différents membres, soit du MSU, ou c'est plutôt que la dérégulation, c'est pas forcément une solution magique et qu'il faut s'en méfier. D'accord. Mais après, quand on regarde la position des politiques, et là c'est intéressant parce qu'on voit, je trouve qu'à plein d'égards en Europe, on a un vrai changement de cycle sur plein de choses. C'est assez incroyable. Au plan réglementaire, donc le Trésor italien, français et allemand ont adressé en fait un courrier à la Commission européenne en septembre, qui est un courrier qui met en fait en avant la compétitivité européenne. La compétitivité du secteur bancaire, ça devient en fait la clé, l'enjeu politique, voilà. Avec un agenda pour le prochain règlement européen sur le capital qui théoriquement doit être adopté en 2028, et avec 6 thèmes de dérégulation. N'en faites pas trop, quoi. C'est plus que n'en faites pas trop. Il y a un truc qui est extraordinaire où le courrier dit qu'il faut absolument arrêter tout nouveau projet sur la lutte anti-blanchiment, voilà. Donc l'idée c'est quand même de stopper. On a été très très loin en Europe, c'est vrai. Donc on met un coup d'arrêt à tout ça et on a 6 thèmes importants, dont par exemple la titrisation, c'est très peu développé en fait en Europe. Oui. Voilà. Oui. Donc on a ce... Donc là aussi, il y a peut-être un souffle un peu différent sur l'aspect réglementaire. Alors les États-Unis seront les États-Unis et peuvent déréglementer à marche forcée. On verra ce que ça donne. Ça a pu donner SVB à un certain moment. Voilà, ça a été géré. Et puis il faut voir si ça va au bout. Ce qu'on disait tout à l'heure. Pour l'instant, tout ça sont. Oui. Elle est nommée, elle n'est pas encore validée. Oui. Non. Enfin, mais ça renforce l'idée qu'on a. On est en train de prendre un virage en Europe qui est
complètement hallucinant, parce que c'est un virage sur les taux, un virage de cycle économique, c'est-à-dire qu'on rentre, on parlait des tensions sur l'inflation aujourd'hui, elle reste quand même assez élevée. Et le plan de Merz va rajouter des tensions inflationnistes, alors que déjà, la BCE a du mal. Donc ça veut dire qu'on est en train de changer de cycle et peut-être d'entrer dans un cycle de régime qui est beaucoup plus proche de ceux qu'on avait dans les années 70-80, et c'est complètement fou en fait. L'exceptionnalisme européen est devant nous. 2 minutes pour conclure, Florence, sur la Fed quand même, parce que c'est un peu le sujet de cette semaine. Depuis janvier, depuis l'élection de Trump, Jérôme Powell est sur la retenue et se place dans une position d'observateur. On ne spécule pas, on n'anticipe pas, et même si des décisions sont prises de conduite de la politique économique américaine, nous attendrons de voir les résultats que donneront ces décisions. Est-ce qu'il est temps de changer un peu de discours cette semaine ? Je ne pense pas, parce que pour le moment, Donald Trump l'a un peu laissé tranquille. Donc il vaut mieux pas qu'il dise quoi que ce soit là-dessus. En revanche, il y a des documents qui vont être publiés lors de cette réunion qui compilent les avis des autres membres de la Fed. Et là, ça va être très intéressant. Et notamment dans le document de projection économique, à la fin, ou vers la fin en tout cas, il y a une rubrique où ils indiquent le niveau d'incertitude qu'ils ont quant à leurs prévisions d'inflation et de croissance. Et j'imagine bien que ces niveaux d'incertitude vont augmenter. Et donc ça va rajouter un peu dans l'idée que effectivement la Fed est très incertaine sur les décisions à prendre. Mais il va sans dire qu'il va a priori même très vraisemblablement ne pas baisser ses taux lors de cette réunion. Ouais. Je ne suis pas sûr qu'il va non plus aller dans le sens de dire les marchés ont baissé, c'est dangereux. Non, je pense qu'il va même presque pas l'évoquer. D'ailleurs, on l'a dit, c'est une sorte de pichenette d'une certaine manière. Parce que correction, c'est sain. C'est sain, nous dit Scott Bessent. Et il a totalement raison. 10% de correction, ça peut être sain. Et ça arrive, c'est la vie normale des marchés. Voilà, donc je pense que l'instabilité financière, ce n'est pas un débat non plus. Non. Il reste l'inflation. Et donc, comme il y a de l'incertitude sur l'inflation, il y a peu de raisons de baisser les taux. En revanche, là où il y a, à mon sens, un petit sujet d'inquiétude, c'est sur le marché de l'emploi. Sur le marché de l'emploi, ce que l'on voit, c'est qu'on est dans une phase où il y a des fragilités qui sont encore là, qui sont encore perceptibles, parce que quand on regarde un indicateur très simple de fluidité sur le marché du travail, quelqu'un qui a entre 25 et 54 ans, qui se retrouve au chômage aujourd'hui, il a de moins en moins la probabilité qu'il retrouve un emploi le mois d'après est en train de diminuer. D'accord. Ok. Donc il commence à y avoir un petit problème de fluidité sur le marché du travail. Il ne faudrait pas trop que ça dure et que l'incertitude s'installe. Bon, on suivra la communication de Jérôme Powell demain soir. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Merci. Florent Vabon, économiste chez Ecofi, David Benamou, directeur des investissements d'Axiom Alternative Investments, et Frédéric Rosier, co-responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabeau. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'Europe, de l'Allemagne qui change de visage et qui entraîne derrière elle peut-être un nouveau régime pour l'ensemble de la zone euro et de l'Union européenne. Gilles Mouek est avec nous par téléphone, chef économiste du groupe AXA. Bonsoir Gilles. Merci beaucoup d'être avec nous par téléphone. On discute depuis longtemps, Gilles, de ces enjeux européens. On a vécu quelques crises côte à côte, notamment la crise souveraine, la crise Covid. J'inscris la date de mars 2025, le 4 mars 2025, le Whatever It Takes de Friedrich Merz, dans la lignée du 26 juillet 2012, le Whatever It Takes originel de Mario Draghi, ou encore dans la lignée du discours d'Angela Merkel à l'époque et de Emmanuel Macron, mai 2020, 18 mai 2020, avec ce moment presque hamiltonien dans la course de la crise Covid. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Gilles ? Je vois beaucoup d'économistes que je connais depuis longtemps qui ont presque du mal à modérer leur enthousiasme, je dois dire. Non, mais moi aussi. Et bon, c'est vrai que ça fait très longtemps qu'on se connaît et je ne suis pas de naturel très positif, c'est moins qu'on puisse dire. Et là, j'ai envie d'être optimiste parce qu'il y a une vraie rupture politique, économique, presque culturelle en Allemagne. Et quelque part, c'est important que ça vienne de la CDU, c'est-à-dire que ça vienne d'un parti qui, normalement, essentiellement, est quand même très rigide sur les questions budgétaires. Et donc ça, c'est quand même l'indication d'un changement vraiment profond en Allemagne, une prise de conscience de la part de Merz, mais de l'ensemble du personnel politique allemand de la nécessité d'agir. Donc c'est véritablement extrêmement important. Ça peut sortir d'Allemagne, cette espèce de modèle de croissance
totalement dépendant de l'extérieur, en particulier de la Chine, tout en préservant la spécialisation industrielle, parce que il faut pas se leurrer. Lorsqu'on fait de la dépense militaire, on sert essentiellement le secteur manufacturier, et on voit déjà les entreprises allemandes qui commencent à reconvertir certaines de leurs lignes de production depuis de la production civile vers de la production de défense. Donc l'Allemagne a trouvé un peu la martingale. Ce qui manque encore un peu, mais je suis relativement optimiste là-dessus, c'est la dimension proprement européenne du paquet, mais on va probablement y venir. C'est-à-dire la dimension européenne, parce que là on voit bien que c'est un plan allemand. La gouvernance du plan allemand fait que l'Allemagne va quand même en profiter en premier lieu, j'imagine, mais qu'est-ce qu'il va falloir surveiller pour se dire que ce virage historique de l'Allemagne, c'est aussi un virage pour l'Europe ? Alors, tout d'abord, il y a la question, bien évidemment, de la défense. Il faut qu'une la partie essentielle de dépenses de défense l'effet multiplicateur sur la croissance de ce sera faible. Donc ça, c'est une question qui reste ouverte. Mais au-delà de ça, la question aussi, c'est de réussir à éviter ce qu'on pourrait appeler un effet d'éviction dans les autres pays européens. Parce que quelque chose qui me frappe, c'est que même si les spreads sont plutôt bien tenus, sont plutôt allés dans la bonne direction depuis les annonces allemandes, on a quand même une élévation assez nette des coûts de financement absolus des pays européens, y compris de pays qui, pour l'instant en tout cas, n'ont pas annoncé un surcroît de dépenses publiques. Donc on se retrouve dans une situation dans laquelle tout le monde aujourd'hui paye un peu plus cher pour financer sa dette, sans nécessairement en face de la dépense nationale supplémentaire. Et donc ça peut se traduire par, à terme, une petite érosion de l'enthousiasme, parce que voilà, si on prend le cas de la France par exemple, même si notre spread s'est plutôt bien tenu, payer plus de 3,5% sur un 10 ans, ça oblige à un niveau budgétaire supplémentaire. Qu'est-ce que ça change pour la Banque Centrale Européenne sur différents horizons de temps, Gilles? J'allais dire, est-ce que ça change quelque chose à court terme? Et qu'est-ce que ça change sur le plus long terme pour la Banque Centrale de la zone euro? On a vu Christine Lagarde à l'occasion de la dernière réunion, qui était, d'ailleurs à juste titre, bien mal en peine d'expliquer ce que ça pouvait changer. Les équipes de la Banque Centrale Européenne, aussi puissantes soient-elles, n'avaient pas encore eu le temps d'assimiler toutes les informations, et d'autres à venir sans doute encore, pour estimer le long terme de la zone euro. Alors, on peut faire l'hypothèse que tout cela a probablement un effet à la hausse sur ce qu'on pourrait appeler le taux d'intérêt naturel de la zone euro, parce que c'est une modification quand même assez sensible de l'équilibre épargne-investissement dans le plus grand pays de la zone euro, à savoir l'Allemagne, qui nous avait habitué quand même à une très grande préférence pour l'épargne, et qui là bouge plutôt du côté de l'investissement, et ça c'est normalement cohérent avec une élévation du taux d'intérêt naturel. Mais à court terme, je ne pense pas que ça change grand-chose, parce que une des caractéristiques des dépenses d'infrastructure et des dépenses militaires, c'est qu'elles mettent un temps très long avant d'avoir un impact matériel sur la croissance. À court terme, on est toujours dans nos problèmes habituels. Certains sont purement domestiques, la préférence pour l'épargne dans une grande partie de la zone euro aujourd'hui, d'autres sont des menaces d'ordre externe. C'est une réponse européenne à une approche assez agressive de la part des États-Unis. Cette réponse européenne, elle se manifestera dans nos chiffres de PIB dans 2 ans, 3 ans, 4 ans. La menace américaine, elle malheureusement, elle peut se manifester dans nos chiffres de PIB dans les 3 à 6 mois qui viennent. Vous restez convaincu qu'il n'y aura pas de pause à partir de la réunion du mois d'avril pour la Banque Centrale Européenne, Gilles ? On peut avoir un rallentissement, on aura sans doute un ralentissement du rythme de la baisse des taux, parce qu'on est là en train de sortir du territoire restrictif, donc on a peut-être plus de temps, on n'est pas obligé d'aller dans l'urgence. Mais la question de fond pour moi, c'est est-ce qu'on va à 2 et qu'on s'arrête, ou est-ce qu'on va un peu plus loin? Moi je pense qu'en fait la BCE sera obligée toujours d'aller un peu plus loin si les Américains, comme je le pense, mettent effectivement en œuvre des tarifs sur la zone euro, parce que pour l'instant on est un peu dans une zone euphorique en Europe où on voit les effets positifs à terme de la réponse politique européenne, qui est beaucoup plus puissante, beaucoup plus rapide que celle qu'on pouvait espérer, mais on n'a pas encore vu
le choc de court terme qui risque de nous tomber dessus dans les quelques mois qui viennent avec des tarifs américains. Bon, ça suggère qu'il faut prendre Trump 2.0 plus au sérieux que jamais, Gilles, et c'est déjà quelque chose que vous suggériez avant même son installation à la Maison-Blanche le 20 janvier dernier. Comment votre réflexion a évolué depuis ? Enfin, quelle est la clé de lecture sur les 60 premiers jours d'exercice du pouvoir de Trump et de son administration ? Quelle est la clé de lecture que vous avez de la stratégie qu'il endosse et des objectifs qu'il poursuit ? Pour moi, la clé de lecture, c'est en fait le poids beaucoup plus important qu'on aurait pu le croire de l'idéologie, pour aller vite, dans l'équipe de Trump autour de lui. Je pense qu'on s'est un peu rassuré à court terme avec cette idée que l'administration Trump est essentiellement une administration transactionnelle, qu'elle utilise des menaces plus pour leur effet de levier dans la négociation que pour leurs effets effectifs. Ce que l'on voit, c'est que c'est un peu plus compliqué. On a des convictions fortes dans l'entourage de Donald Trump, autour par exemple de l'idée que le système monétaire international ne sert pas les intérêts des États-Unis, autour de l'idée que l'Europe et la Chine se servent entre guillemets de la demande américaine sans rien offrir en retour. Ce sont des convictions très très ancrées. Et on les sent quand même, et ça c'est de plus en plus apparent dans le discours, prêts à accepter ce qu'ils appellent de la douleur de court terme au nom de ces bénéfices éventuels futurs. Moi j'ai utilisé l'expression révolutionnaire contre réaliste il y a quelques semaines, et j'ai l'impression qu'il y a une posture révolutionnaire quand même assez forte dans l'administration américaine. Si on définit un révolutionnaire comme quelqu'un qui, au nom d'un avenir éventuellement radieux, est prêt à accepter une souffrance à court terme. Ils sont vraiment convaincus d'être le dindon de la farce du système monétaire, du système commercial mondial. C'est ce qu'on entend de manière vraiment très répétée de beaucoup de gens dans l'entourage économique de Donald Trump. Et ce sont des gens qui sont aux commandes. C'est-à-dire que c'est là une des grandes différences avec 2016. C'est que au tout début du premier mandat de Donald Trump, il s'était entouré de gens qui étaient des républicains classiques, qui étaient des hauts fonctionnaires classiques. Alors que là, on a vu arriver des gens qui viennent de parcours complètement différents, qui viennent souvent du monde de la finance, qui viennent souvent du monde des hedge funds, qui ont des options idéologiques quand même très très fortes et qui n'ont pas l'expérience en fait de la gestion des relations internationales, même de la gestion simplement des services publics. Et ça donne du coup cette espèce d'hyperactivisme de l'administration américaine qui joue en fait beaucoup, à mon avis, dans le stress actuel de marché, qui est que on se disait que certes il y aurait des aspects défavorables à la croissance dans le programme de Donald Trump avec, oui, peut-être, sans doute, quelques tarifs ici ou là, mais les tarifs sont agités de manière très, très frappante, alors que les effets positifs, par exemple la dérégulation ou les baisses d'impôts, pour l'instant, en tout cas, sont envoyés à plus tard. S'il faut se poser la question du seuil de douleur de cette administration et avec les caractéristiques qu'elle peut avoir, où peuvent être les garde-fous, quel niveau de douleur est-ce que l'économie américaine est capable d'encaisser aujourd'hui sous Trump 2.0 ? Pour moi, le garde-fou, à ce stade, il est essentiellement au Parti républicain. C'est-à-dire que je vois que tout le monde se demande où est passé le Parti démocrate. Mais la question de fond, c'est comment vont réagir des alliés républicains qui peuvent se retrouver dans une posture très compliquée pour leur élection en 2026. Je pense que c'est ça, en fait, qui est le point assez important. Et ce qui est quand même frappant quand on regarde les indices de confiance des ménages, on a encore eu la semaine dernière l'indice Michigan, ça se dégrade quand même très vite. Ça se dégrade y compris chez les électeurs républicains, et ça c'est quelque chose qui va sans doute inquiéter une partie de leurs élus. Et ça, on peut avoir peut-être une correction d'erreur, entre guillemets, qui viendrait du Parti républicain lui-même. Oui, évidemment, la mainmise de Donald Trump, la mainmise personnelle de Donald Trump sur le Parti républicain est très forte, mais on parle quand même de gens qui vont maintenant très vite songer à leur réélection en 2026. Pour moi, c'est ça, la vraie force de rappel. C'est pas l'opposition du Parti démocrate qui, étant en minorité, ne peut de toute manière pas grand-chose, sauf à prendre des positions extrêmes, ce que Schumer a évité la semaine dernière, en refusant de se prêter à un government shutdown. Donc c'est au Parti républicain que ça se passe. Bon.
Dernière question, Gilles, est-ce qu'il est temps pour la Réserve fédérale américaine de sortir de sa position d'observatrice, pour Jérôme Powell de sortir de sa position d'observateur ? Non, pour moi, on n'est pas encore dans cette phase de clarification parce que les indicateurs dits soft, c'est-à-dire les enquêtes de confiance en particulier, sont en train de se dégrader assez vite. Mais pour l'instant, il n'y a pas de traduction avérée dans les vrais indicateurs macro. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore vu grand-chose dans les créations d'emplois, on n'a pas vu grand-chose, le PIB T1 va être de ce point de vue-là assez intéressant. Et puis surtout, on a la question inflationniste, à la fois dans sa réalité et dans les anticipations. Alors, le dernier chiffre d'inflation a été un peu meilleur qu'attendu, mais quand même, quand on regarde le détail, on est toujours sur une réaccélération du prix des services hors loyer par rapport au point bas de l'été dernier, et ça doit inciter la Fed. Et quand on regarde les anticipations, celle, encore une fois, qui a été révélée dans la dernière enquête Michigan, on a des ménages qui, aujourd'hui, attendent un surcroît d'inflation tout à fait massif. Donc, comment lâcher l'affaire, entre guillemets, pour la Fed à ce stade, ça me paraît très complexe, et donc je pense qu'on aura un discours assez musclé, entre guillemets, de la part de Powell demain soir. Merci beaucoup Gilles. Merci pour votre éclairage sur la situation du moment en Europe, aux États-Unis. Gilles Moix, chef économiste du groupe AXA, qui était avec nous par téléphone, l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir.